Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30. Messieurs, bonjour. Je salue bien bas ou bien haut, comme vous voulez, Wissam Bouzdani, rédacteur en chef de Maroc Hebdo. Bonjour Franck. Et Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, entre autres. Entre autres, bonjour. Je sais plus. Bonjour Nabil, comment ça va ? Bonjour, et toi, ça va, tu vas bien ? Très très bien, très bien. Bonjour Wissam, comment ça va ? Alors, on a comme tradition de commencer par la CAN depuis le début de la CAN, et même une semaine avant la CAN d'ailleurs, dans cette émission. Est-ce que vous regardez les matchs d'abord ? Pas tous, franchement. Pas tous, non ? Et ça vous, va. Les matchs oui, ça va. Les matchs du Maroc, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a... Non, en fait, les matchs du Maroc, on n'en parle même pas. Bien sûr qu'on parle des autres matchs. Les autres matchs. Bien sûr, on regarde les autres matchs aussi. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a impressionné depuis le début de cette CAN ? Non ? Pas vraiment ? Je pense que les résultats sont très logiques. Oui, c'est vrai, on n'est pas sur des scores fleuves. Notamment là dans cette deuxième série de matchs. Peut-être hier sur le Mozambique, c'était la première victoire dans l'histoire de la CAN. Mais en général, les résultats ont été très très logiques. Okay. Moi, je suis avec beaucoup d'intérêt l'équipe égyptienne qui va crescendo, qui a fait un très mauvais début de compétition, mais qui va crescendo. L'Algérie, c'est une équipe qui est très forte, qui est à observer avec beaucoup d'attention. Le Nigeria aussi. Le Sénégal. Donc nous avons de belles affiches et je pense que le Maroc n'aura pas une CAN facile. Ouais. Il va nous porter la poisse, comme on dit. Il se trouve que je partage son avis. Justement, revenons un petit peu sur les critiques faites à Walid Regragui après le dernier match du Maroc. Pour tout vous dire, moi je pensais qu'on avait un peu dépassé ça depuis quelques années, mais il y a eu une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux, notamment. Alors lui, il a déclaré dans la conférence de presse, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a dit à ses joueurs, 95% des Marocains vous aiment, 5% disent qu'ils ne vous aiment pas, mais ce sont eux qui parlent le plus fort que les autres, donc c'est pour ça qu'on les entend. Voilà. Sympa. Je ne sais pas si c'est correct au niveau des pourcentages, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le public, il est dans son rôle, il est toujours critique. Vous savez, Deschamps a gagné 2 Coupes du Monde, il a gagné une Coupe du Monde, était finaliste d'une autre Coupe du Monde, et pourtant les critiques dont il est la cible continuellement en France, elles sont massives. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le public par rapport à Regragui est tout à fait logique. Il faut des passionnés. Moi, j'ai vu des gens, des analystes qui habituellement parlent de politique, vraiment s'enflammer et demander le départ de Regragui. Non, je pense que c'était latent. Les inquiétudes ont commencé à... Bon, moi, j'en parle en tant que spectateur, je ne suis pas expert. Vous m'avez dit, je ne suis pas expert. Voilà, je suis spectateur, mais comme voilà, alors si je dis des bêtises, il faut le mettre sur le compte de... On est combien ? On est presque 37 millions d'entraîneurs. Voilà, 40 si on compte la diaspora aussi. Voilà, donc oui, la diaspora. Donc on est 40 millions d'entraîneurs. Oui. Et donc, je pense que c'était latent. Les derniers matchs n'ont pas été très rassurants pour le public. En fait, le problème, c'est qu'on a pris de mauvaises habitudes. Ouais. On a pris l'habitude de gagner tout le temps. Donc, du coup, quand on fait match nul, ça devient un drame national. Surtout qu'on vient d'avoir une Coupe du Monde des jeunes, une Coupe arabe, une Coupe Afrique avec Skitiwi. Tout gagné. Voilà. Alors, du coup, ça nous blase quelque part et on n'accepte pas moins que le titre, sachant que la CAN reste très difficile à acquérir pour le Maroc. Je rappelle que maintenant, ça va être 50 ans, notre dernière CAN. Et puis, autre chose, c'est un élément qui est très important. L'équipe du Maroc n'a pas l'habitude de remporter des titres quand elle est favorite. Ouais. Et quand elle est sous pression. L'équipe du Maroc ne gagne que quand il y a l'effet surprise. Ouais. Quand elle n'a pas beaucoup de pression. D'ailleurs, quand on voit les exploits de l'équipe du Maroc, que ce soit en 86, 2004, 98, les gens ne voyaient pas ces équipes venir. Et donc, du coup, elles partaient avec moins de pression
que quand elles sont favorites d'une compétition et donc où tout le poids pèse sur leurs épaules et en général, on gère très mal le stress. Je Vous pense voulez dire qu'en plus, on arrivait là, dans cette CAN, avec l'idée qu'on était favori, quoi. Non, pas quand on était favori. Pour beaucoup de gens, on l'a déjà remporté. Oui. C'est ça ce qui est dramatique. C'est ça ce qui est dramatique. Et donc il faut comme on dit, un match se joue sur le terrain et la Coupe du Monde des jeunes nous a appris que cette équipe que personne ne voyait venir a montré qu'on gagne un match sur le terrain, pas sur le titre et pas sur le statut. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le Maroc... au-delà des calculs, parce qu'effectivement, finir premier du groupe n'est pas toujours une bonne nouvelle, parce qu'il faut voir avec qui on sera en face. C'est parfois finir troisième et meilleur pour la suite de la compétition. Oui, c'est ça, c'est pas un mauvais résultat. Voilà, donc, et on est toujours premier. Et on est qualifié à 90%, ne serait-ce qu'en tant que meilleur troisième. Non, mais c'est comme si, vous voyez, c'est comme si on faisait des remarques systémiques tout de suite. C'est-à-dire que finalement, les messages qu'on a vus sur les réseaux sociaux, c'était sur la stratégie, c'était sur la stratégie de jeu, c'était sur le travail de l'entraîneur. Alors que quand on regarde, finalement, quand on fait le bilan de ce début de CAN, c'est très bien. Ah oui, bien sûr, on est premier du groupe. À la rédaction de Maroc avec vous avez forcément des discussions là-dessus. Oui, c'est sûr, mais... ce qu'il faut rappeler, c'est que le Mali n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une très très bonne équipe. Ah, ils ont été des warriors, hein. Franchement. Oui, absolument. C'était un match très difficile à jouer. Par rapport à ce que disait Syllabi, je suis tout à fait d'accord sur la gestion de la pression, parce que l'impression que j'ai eue, et elle est subjective bien sûr, c'est que on a cherché à gagner le match dès la première minute. On n'a pas été dans la gestion et je pense qu'il y a une pression que ressent le sélectionneur et qui est peut-être transmise aussi aux joueurs. Et je m'appuie pour dire ça aussi sur les déclarations post-match. C'est-à-dire que vous avez Hakimi par exemple qui s'est dit un peu, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu surpris ou déconcerté par les mauvaises critiques à l'encontre de l'équipe. Sachant que voilà, il y avait juste derrière 19 matchs consécutifs qui ont été gagnés par l'équipe nationale et un résultat nul qui n'est pas... nul en soi, je veux dire au sens littéral, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le Mali reste une équipe très forte avec un palmarès. Mais bien sûr, c'est-à-dire que moi j'ai des amis qui étaient au stade pendant le match et qui m'envoyaient des messages du genre ils sont nuls. Non, mais vraiment, nous on n'a pas vu beaucoup Bono dans ce match. On n'a presque pas vu. Il y avait une forte pression sur. Bon, on n'a pas été très percutant en matière de transformation, mais on n'a presque pas vu Bono pendant le match. C'était un match à sens unique. Oui. Et naturellement, la pression augmente au fur et à mesure. C'est un pénalty qu'on a concédé gratuitement, mais ils ont fait un bon match quand même. Heureusement qu'on a la sagesse de Nabil Adel aujourd'hui et de Wissam Bousdeni. On se retrouve juste après les infos de Nadalam pour parler du Sahara marocain, de la rétro de l'année 2025. On commencera par là. On a beaucoup de choses à dire et puis on a d'autres sujets qui arriveront après avec les débats express. Et les décodeurs aujourd'hui sont Wissam Bousdeni et Nabil Adel. Messieurs, rebonjour. Bonjour. Bonjour Franck. Bon, alors, j'ai encore une question à vous poser sur la CAN. Vous avez suivi cette polémique des stades vides et de la billetterie, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que je ne sais pas si vous êtes arrivé à avoir des infos, mais il y a finalement assez peu d'infos là-dessus. C'est-à-dire que certains disent, mais on voulait acheter des billets pour ce match-là, mais on nous a dit qu'il n'y avait plus de billets, et en fait, on voit des trous énormes dans les stades. Et puis, il y a cette volonté qu'ont eue... alors, on ne sait pas vraiment qui, les autorités, on va dire, à ouvrir les stades, notamment pour le premier match de l'Égypte. Et d'ailleurs, je pense que ça a bien soutenu l'Égypte d'avoir un stade qui était mieux rempli. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette polémique-là qui est toujours... C'est une polémique habituelle dans le début des CAN. Les matchs sont rarement remplis, mais ça continue là. On aurait pu imaginer, trouver des solutions, quoi. Alors, si on parle de l'affluence de façon générale, c'est normal d'avoir des stades vides en dehors des matchs des équipes hautes. Voilà. C'est une constante dans l'histoire de la CAN. Oui. Et même de la Coupe du Monde des fois. Sur certains matchs au début. Voilà. C'est un peu moins le cas parce que ça tend à devenir un événement mondain dans une certaine mesure.
Mais pour la CAN, du moins, c'est une constante. En revanche, pour les matchs de l'équipe nationale, ce que je sais, c'est que les billets ont été achetés de façon réglementaire et loyale par tout le monde. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hic sur certains acheteurs qui ont voulu revendre leurs billets. Après, on ne peut pas entrer dans les intentions. Est-ce que on a acheté dans l'objectif délibéré de revendre après? Est-ce qu'on a eu des empêchements? On ne peut pas savoir. Mais il y a un post LinkedIn que j'ai vu il y a quelques jours qui m'a paru très intéressant. Il faudrait que la CAF, de façon générale, pense à une plateforme réglementée et réglementaire pour revendre les billets, de sorte à ce que ça ne bascule pas dans un marché noir, parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu des arrestations, je pense, vendredi ou jeudi, de 8 personnes partout au Maroc, parce que ces personnes avaient tenté de revendre leurs billets de l'équipe du Maroc sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pour dire que les autorités font leur travail quand elles ont l'information. Mais en tout cas, il y a certainement un problème dans le système de revente, c'est-à-dire dans la vente. Je pense que les choses se sont très bien passées cette année. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des polémiques sur le Fan ID, mais après, vu la demande, je pense que c'est normal qu'on en soit arrivé à ce point où beaucoup de gens n'ont pas eu accès à des billets. Mais en revanche, il faudrait donc aussi penser à cette dimension de la revente. Donc, y a-t-il un scandale des billets de la CAN? Je dirais qu'il y a un manquement, Ouais. plutôt Bon. qu'un scandale. Nabil? Écoutez, je pense avoir des terrains vides au premier tour, c'est tout à fait normal. Je pense qu'à partir du second tour, les choses vont changer puisqu'on va avoir des filtres et des équipes beaucoup plus relevées. Donc là, on va avoir plus On verra d'influence. s'il y a un problème. Effectivement, on verra voilà. s'il y a un problème. Il ne faut pas oublier aussi les conditions météorologiques qui n'aident pas. On a vu le match d'inauguration, une forte pluie, donc ça aussi, ça n'encourage pas. Mais c'est normal. C'est vrai qu'on a tendance à comparer ça à ce qui s'est passé au Qatar et la Coupe arabe, où on avait effectivement une affluence record, mais ce sont des considérations complètement différentes. En fait, géographiquement, la zone est très concentrée. Donc, on peut même y aller en voiture ou bien à 1 heure ou 2 de vol. Ce n'est pas le cas de la CAN où c'est vraiment très éparpillé. Et puis, effectivement, vous avez des matchs qui vont moins intéresser que d'autres. Et les matchs intéressants affichent des stades pleins. Et c'est quelque chose qu'on va voir corriger au second tour, parce que là, on va avoir des équipes plus fortes. Et je pense que l'affluence reviendra maintenant sur cette histoire de billets. Moi, je connais pas le dossier. Écoutez, on va donc, je préfère ne pas on va prononcer surveiller les matchs du second tour, justement. C'est ça qui est le plus intéressant. Est-ce que l'événement dont on va parler aujourd'hui, donc l'adoption de la résolution 2797, est-ce que c'est l'événement le plus important de l'année 2025 pour vous? Alors, oui, bien sûr, c'est un événement majeur. Il marque un tournant décisif dans ce dossier. Maintenant, raison gardée, le dossier n'est pas encore clos. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, il faut le rappeler. Il faut rester très vigilant. Il faut rester très vigilant. C'est une avancée majeure, mais ce n'est pas encore définitif. Et donc, effectivement, on peut considérer que c'est une victoire pour la diplomatie marocaine, arrachée comme ça de manière assez professionnelle, mais il y a encore des points qu'il faut régler. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est effectivement un événement majeur, c'est un événement géopolitique majeur. Oui, Sam? Oui, c'est forcément l'événement majeur, parce qu'il faut dire que le Sahara, politiquement, ça domine l'agenda nationale depuis 50 ans, exactement. Donc, voir ce revirement, c'est-à-dire que l'on passe d'un discours qui met en cause l'intégrité territoriale du Maroc à une solution dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc, ce changement de paradigme, il est très, très important et décisif, à tel point que vous avez vu que Sa Majesté le Roi a institué cette fête de l'unité chaque 31 octobre. C'est dire le symbolisme de l'événement. Mais comme le dit Sinabil très bien, ce n'est pas la fin. C'est peut-être le début de la fin. Mais il faut encore faire quelques pas de plus pour espérer un aboutissement définitif. Je l'espère dans les plus brefs délais. Ok, on va en parler maintenant, si vous voulez. Que va-t-il se passer maintenant? Les parties en présence ont annoncé qu'elles seraient prêtes à négocier dès janvier 2026. Alors ça veut dire quoi, négocier, Nabil Adel?
Écoutez, alors, il ne faut pas faire confiance à ce qu'ils disent. Enfin, ce qu'ils disent, c'est parti. Alors, Pour une raison très simple, on c'est parle que de qui? On parle du Polisario, on parle de l'Algérie. c'est tout. Et Voilà. alors, la partie offrant, c'est le Polisario, et la partie derrière, c'est l'Algérie. Et il ne faut pas faire confiance à tout ce qu'elles disent. Je pense que ce sont des gens qui vont jouer la montre, en attendant que Donald Trump parte, ou bien ils jouent sur la lassitude de Donald Trump. C'est quelqu'un qui se lasse rapidement. Et quand ça traîne un peu, c'est bon, ça a tendance à l'ennuyer un peu. Alors maintenant, n'oublions pas que l'Algérie n'abandonnera pour rien au monde ce dossier si elle n'est pas forcée. Alors là, c'est un premier pas, dans ce sens, mais encore faut-il rester vigilant. Alors maintenant, pour répondre plus spécifiquement à votre question, si jamais ce sont des gens de bonne foi et sérieux qui veulent négocier, il faut négocier les contours de cette autonomie élargie. Okay, donc le Maroc a présenté quelques idées et je pense qu'on a eu droit à une consultation nationale. Les partis ont été invités à remettre leur copie. Nous, au mouvement populaire, on a fait ce travail, donc on a remis notre copie. Et aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est de s'asseoir, dire voilà, l'horizon indépassable, c'est l'autonomie. En dessous, tout est négociable. La forme de gouvernance, les élections, les attributions, à partir du moment où vous êtes sous souveraineté marocaine, le reste, on peut en parler. Et c'est justement on peut en parler. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose? Et puis là, on aura des négociations qui vont se dérouler. Alors maintenant, si le Polisario et l'Algérie s'engagent dans ce processus, et c'est la raison pour laquelle je suis assez réticent. Parce que si elle s'engage dans ce processus, il n'y a plus de retour en arrière. C'est bon. Ils vont acter, comme on dit en anglais, there is no way back. C'est bon, on va continuer. Elles ne voudront pas s'engager dans ce processus de peur que ça soit irréversible. Donc ils vont jouer la montre. Vous pensez qu'ils vont qu'ils vont ne pas vouloir s'engager dans ce processus? Mais vous savez ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire 50 ans de propagande qui vont être battus. Ok, mais avec quel soutien ils pourraient faire ça? Alors justement, restons lucides. Qu'est-ce qu'elles risquent? C'est parti. C'est ça la question. Ok. Si elles ne le font pas, qu'est-ce qu'elles risquent? Et donc là, on n'est pas dans le soutien, mais dans le risque. Bon, effectivement, Donald Trump peut bouder, peut crier, peut menacer, mais sur le terrain, c'est ça ce qui est important. Bon, le Maroc a réglé le problème, on y reste. Donc, à la limite, nous, on n'a pas de problème. Le problème reste de l'autre côté. Si vous voulez continuer à traîner cette affaire pendant encore 50 ans, nous, on est prêts. Et ça, c'est acté, ça ne sera pas remis en cause. Voilà. De toutes les manières, c'est la présence. Voilà, de toutes les manières, nous avons une résolution. Oui, tout à fait. Nous avons une résolution. Bon, ça, on est protégé. Maintenant, elles vont jouer la montre au maximum. Elles vont essayer de perdre du temps. Elles vont essayer de traîner. Parce qu'effectivement, vous avez toute une architecture d'un système algérien qui est construite sur ce dossier. Ils ne vont pas l'abandonner facilement. Je veux dire, ils peuvent jouer solo, mais avec quel soutien? Mais encore une fois, quel est le risque? C'est ça leur calcul, eux. Ouais. Admettons que parce que le Polisario, certainement, il a dit, moi, je négocie pas. Moi, ça ne me concerne pas. OK. La suite, il n'y aura pas d'action militaire. On ne peut pas passer au chapitre 7 de la charte. Donc, ça reste... Et puis, attention, les Américains veulent que ça soit des négociations. Oui. Ils ne vont pas imposer à l'Algérie quoi que ce soit. Ouais. OK. Oui. C'est une façon peut-être d'éviter ce que vous venez de nous donner comme situation. Oui, Sam. Je ne crois pas non plus en leur volonté de négocier. Et sur ça, je peux m'appuyer sur différents faits ayant alimenté la chronique de ce dossier au cours des dernières années. Premier élément, peu avant le vote du Conseil de sécurité, il y avait eu une interview de Jared Kushner et de Steve Witkoff, les deux principaux envoyés de Donald Trump au Moyen-Orient. Et Witkoff, à cette occasion, avait annoncé comme un délai de 60 jours pour le règlement de la question. Et je pense que Witkoff n'avait pas parlé en l'air. Je pense que c'était sur la base de ces échanges, aussi bien avec la partie marocaine que la partie algérienne. Donc il y a eu sans doute l'idée qui a été suggérée peut-être par l'Algérie qu'elle était ouverte à une négociation rapide sur le dossier.
Donc, je pense qu'il y a certainement, déjà dans la façon d'agir, une mauvaise foi de l'Algérie. Deuxième point, post-Conseil de sécurité, on a vu les sorties du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pour réinterpréter un texte qui est pourtant clair. C'est-à-dire qu'il y a eu un déni, par exemple, sur le fait que l'Algérie était désormais considérée comme une partie prenante, au même titre que le Polisario, le Maroc et la Mauritanie. Il y a eu aussi un déni sur le cadre de négociation qui est le conseil, qui est l'initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie. Et autre élément important qui date un peu plus loin dans le temps, c'est que depuis octobre 2021, l'Algérie refuse tout bonnement de participer aux négociations onusiennes au prétexte qu'elle se dit partie non prenante. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, à partir de 2018, il y a eu des rounds organisés notamment à Genève, en Suisse. Oui. Ou pas loin de Genève pour être plus précis. Et 3 ans après le début de ces rounds, l'Algérie s'était retirée, donc avec un communiqué circonstancié où elle expliquait comme quoi, si elle continuait à participer à ces négociations, cela donnerait, entre guillemets, l'impression que l'Algérie était partie prenante au même titre que le Polisario. Donc tous ces éléments, lorsqu'on les rassemble, en fait, me font aboutir à la même conclusion évoquée tout à l'heure par Nabil, c'est-à-dire que l'Algérie est en train de gagner du temps, qu'elle n'a aucune volonté de négocier, que son objectif peut-être c'est que le mandat de Trump prenne fin sans que la solution ait été résolue et Mais avoir c'est pas tout peut-être de en suite face quand même. Hein. Ouais. C'est pas tout de suite. Alors, mais du côté du Maroc, il y a une politique de porte ouverte, de main tendue. Mais par rapport à l'ONU, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Que se passe-t-il si l'Algérie refuse de s'inscrire dans cette nouvelle dynamique, refuse de, entre guillemets, négocier, même si c'est pas forcément le terme? Rien. Il se passe rien. Il ne se passe pas rien. Oui. Parce qu'on ne peut pas passer. Parce que l'autre solution, c'est qu'on passe à la contrainte. Oui. La contrainte, c'est de passer du chapitre Donc, 6 au chapitre ça 7. va geler. Ça va geler. Ça va geler. Ça va, Voilà. ça va geler. De toutes les manières, ça va être une constante. Donc, on va chaque année répéter la même chose. Et l'ONU dit il faut que la solution soit acceptée par toutes les parties. Oui. Ok, donc, en d'autres termes, on va rien imposer, ni au Maroc, ni aux autres parties. Alors, la bonne nouvelle pour le Maroc, c'est que le Maroc est en position de force. On y reste. Donc, nous avons le territoire, nous avons la population qui s'exprime à l'occasion de différents rendez-vous électoraux. Donc, à la limite, nous, on n'est pas très concernés par une pression. La pression est de l'autre côté. Ce sont des gens ça fait 50 ans, qui vivent dans des conditions exécrables, et puis ils peuvent encore rester 50 ans. Mais aujourd'hui, il faut que la solution, même les envoyés de Trump, ils poussent dans la direction du Maroc, mais attention, il y a une limite, au-delà de laquelle ils ne peuvent pas aller. Ça, c'est la diplomatie, là, c'est la politique internationale. Donc, on va continuer à essayer d'amener les parties à discuter, à négocier, à trouver un cadre. Mais aujourd'hui, en matière de contraintes, il n'y a pas beaucoup qu'on puisse faire. Wissam? Alors, je pense que politiquement, bien sûr, je ne crois pas que l'ONU passera à une solution forcée, comme y ouvre la voie de chapitre 7. Mais je pense que sur le temps long, le Maroc est quand même gagnant pour différentes raisons. D'abord économique. Je pense que le fait que l'Algérie entretienne ce conflit n'est pas soutenable économiquement, pour des raisons notamment liées à leur principale source de revenus qui est le pétrole et le gaz. Donc, qui sont exportés principalement vers l'Europe, et on voit que l'Europe s'oriente vers d'autres sources, aussi bien en termes de nature, c'est-à-dire plus de sources renouvelables, que même en termes d'origine, c'est-à-dire qu'on a eu par exemple beaucoup de GNL originaires des États-Unis ou du Golfe qui arrivent sur le marché européen et qui coupent les ailes à l'Algérie par rapport au vieux continent. Et le deuxième point, c'est l'intérêt aussi géostratégique de l'Algérie, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une des raisons pour lesquelles
les États-Unis et les grandes puissances occidentales ont beaucoup ménagé le pouvoir algérien au cours des dernières années, si ce n'est décennies, c'est par exemple leur présence au niveau du corridor saharo-sahélien. Et on les a vus très très mal en point au cours des dernières années avec la série de putsch qu'il y a eu dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc l'Algérie s'est avérée avoir moins d'influence qu'elle ne le prétendait au cours des années d'avant. Et je pense que ça aussi, entre parenthèses, ça a encouragé, par exemple, des pays comme la France à aller plus vers le sens du Maroc. Et je vois la même chose arriver de plus en plus au niveau ça international. aurait pu fragiliser l'Algérie quand même. De quoi Ce qui se passe dans le Sahel. Oui, absolument. Parce que, alors, très rapidement, pour dire que... Rapidement, et on y revient juste après. Non, parce que cette carte sahélienne, elle est jouée par l'Algérie. Je me base sur, par exemple, une interview qu'avait donnée l'ambassadeur algérien à Washington dans un média qui s'appelle Défense Scoop. C'était en mars dernier, où il mettait en avant le rôle que pouvait jouer l'Algérie en tant que pivot au Sahel. Pour faire comprendre aux États-Unis qu'ils avaient intérêt à garder cette alliance avec eux. Mais c'est raté. Ça se rate. Ah oui, complètement. C'est en train d'être raté. Oui. On y revient parce que le sujet est passionnant juste après les infos avec Mourad Baba. Les décodeurs avec Wissam Bouzdeni, rédacteur en chef de Maroc Hebdo, Nabil Adel, enseignant-chercheur à l'ESCA, membre du MP également. Du Conseil national. Du Conseil national du Mouvement populaire. Revenons à ce sujet, puisque c'est la rétro de l'année 2025, Sahara marocain 2025, l'année du basculement. Et maintenant, on l'a dit, messieurs, vous craignez un gel de l'Algérie. On peut le dire comme ça. En fait, c'est pas une crainte, c'est ce qu'on anticipe. Oui. Ce qu'on anticipe, mais encore une fois, le Maroc a scellé ce dossier en 1975, ça, il faut le rappeler. Et maintenant, tout ce qui se passe, c'est de la gestion post. Bon, on a proposé le référendum en 81, ils l'ont refusé, puis ils l'ont accepté en 91, et puis quand ils ont accepté, ils ont fait toutes les manœuvres pour le rendre non viable. Le Maroc a proposé son plan d'autonomie, mais l'Algérie n'a pas de projet, c'est-à-dire il n'a pas de projection. Quand on lui demande qu'est-ce que vous proposez, venez, on en parle, ben, le référendum. Bon, sachant qu'on ne parle plus de référendum depuis 2007, donc leur seul schéma de projection, c'est ce fameux référendum qui est irréaliste et donc qui ne peut pas être appliqué aujourd'hui. Nous sommes à plus de 50 ans du dernier recensement fait par l'Espagne, donc ce n'est pas une option réaliste. Mais or, quand on discute avec eux, ils n'ont que ça en tête. Et donc, du coup, ça devient... Alors, le Maroc, où est-ce qu'il gagne? Et ça, c'est très intéressant à observer, c'est par les petits pas. Petit à petit, il rend toute option de retour en arrière infaisable. Là, cette année, on a 27,97 et je pense dans un an ou deux, on va avoir une autre avancée et puis une troisième, quatrième, jusqu'à rendre ce dossier complètement vide de l'intérieur. Les auditeurs sont en train de se dire, mais ça va durer combien de temps encore? On ne peut pas savoir. Ouais. On ne peut pas savoir, mais encore une fois, comme j'expliquais aux chers auditeurs, c'est que le Maroc est dans une position confortable. Parce que le Maroc y investit, il y investit en matière d'infrastructure, en matière de grands projets structurants, la façade atlantique, le port de Dakhla, le gazoduc. Beaucoup de pays viennent investir dans la région. Donc le Maroc n'est pas dans une position où il est pressé. Maintenant, la pression est du côté de l'Algérie. Surtout que nous avons beaucoup de voix qui s'élèvent au sein même de Tindouf pour dire nous, on ne connaît pas d'autre patrie que Tindouf. Et donc, nous, on n'ira nulle part. Nous, on est né à Tindouf et on va rester à Tindouf. Et donc, ça risquera de créer une conflagration à l'intérieur de l'Algérie. Juste que je finisse cette phrase, sachant que Tindouf est un territoire plus gros que le Portugal. Donc, il y a beaucoup de Sahraouis qui aujourd'hui, ils voient un territoire parce qu'ils se disent... Justement, j'avais une question sur Tindouf. Est-ce que et comment les populations sahraouies vont s'intégrer dans cette nouvelle phase politique à partir de maintenant? Alors, je vais me référer à ce que disent les responsables marocains. C'est que d'abord, on ne prend que les Marocains. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est acté. Les autres, ça devient l'affaire de l'Algérie. Et donc, c'est là, c'est ce dont je parlais, ce sont des gens qui vont dire, nous, on est nés en Algérie, on ne connaît aucun autre pays que l'Algérie, donc donnez-nous Tindouf, et ça va créer un grand problème. Donc l'Algérie ne fait que repousser le problème. Maintenant, ceux qui vont revenir, le Maroc a eu déjà une expérience, quand Sa Majesté Hassan II avait dit,
Allah yarhamou, avait dit le Watan Ghafour Rahim, c'est-à-dire la patrie est clémente et miséricordieuse. On a eu beaucoup de gens qui sont revenus, qui sont intégrés le plus normalement du monde, et puis voilà, ils ont réintégré leur famille, leur tribu, et puis ils certainement ont occupé des postes importants au sein de l'administration marocaine. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Hein. Le problème, c'est est-ce qu'on va arriver à cette étape? On va y arriver, mais est-ce qu'on va y arriver rapidement ou beaucoup plus tard? On ne peut pas répondre, mais le grand problème aujourd'hui, c'est que les non-marocains de Tindouf vont devenir le problème d'Algérie. Revenons 2 secondes sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'Algérie fragilisée, d'ailleurs aussi auprès de l'ONU, hein, pourquoi pas, sur cette histoire de Sahel. On l'a vu avec les réactions, notamment avec ce qui s'est passé récemment à Bamako et avec le réveil de cette base djihadiste. Est-ce que ça va continuer à fragiliser l'Algérie ? Au plan politique, oui, je le crois, parce que, pour être plus explicite, l'Algérie a toujours revendiqué un rôle de gendarme régional au Sahel, de par sa profondeur sahélienne. Parce que, contrairement par exemple au Maroc, je parle du Maroc actuel, pas du Maroc d'il y a 100 ans, Oui. qui était beaucoup plus étendu, mais ils ont cette connexion directe avec 2 pays sahéliens qui sont le Mali et le Niger. Donc, et non seulement ils avaient une connexion terrestre, mais ils avaient aussi une influence politique. Par exemple, au plan du Mali, vous savez que les principaux accords qui ont encadré la paix entre les Touaregs dans le nord et le pouvoir central à Bamako, c'était des accords signés à Alger. Il y en a eu 2, je le dis ça de mémoire, en 91, si je ne m'abuse, et en 2015. Aussi au Niger, il y a cette influence algérienne qui est manifeste, qui a d'ailleurs provoqué une rupture l'année dernière entre les deux capitales, parce que justement Alger souhaitait continuer à influencer le jeu politique intérieur nigérien. Donc ils n'ont plus cette influence, et comme ils n'ont plus cette influence, comme ils n'ont plus cette prise, c'est une carte qu'ils ont en moins à jouer par rapport aux grandes puissances. Moi j'ai eu des discussions avec des responsables américains il y a quelques années déjà, qui me parlaient du rôle que pouvait jouer l'Algérie au niveau du Sahel, etc. Mais je leur disais que c'était pas tellement pertinent parce qu'ils sont rejetés. Je parle du pouvoir, je parle pas des Oui. Algériens. Ils étaient rejetés parce qu'ils ont justement cette prétention hégémonique. Et on me disait non. Et après, je pense que ce que je disais à l'époque, c'est matérialisé. C'est-à-dire qu'il y a une rupture complète entre les deux. Et c'est ça qui a, entre parenthèses, pour revenir au Maroc, qui a permis au Maroc de jouer un jeu, je veux dire, diplomatique très pertinent, qui était aussi revendiqué par ces pays sahéliens, qui, je le rappelle, se sont ralliés rapidement à l'initiative de Sa Majesté par rapport Oui. au Sahel. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conclusion avant de passer à un autre sujet sur ce sujet-là? Je pense qu'on a dit plein de choses, qu'on attend maintenant de voir ce que vont donner, ce que va donner la suite, ce que vont donner ces négociations. Hein. Certainement que l'émissaire onusien va revenir pour accélérer le processus. C'est comme ça que ça va se passer à partir de janvier, Nabil. Oui, je pense que le Maroc gagnera à continuer sur cette stratégie, à chaque fois de gagner des petites batailles et de vider le dossier de l'intérieur pour qu'il n'y ait plus de substance. Donc aujourd'hui déjà le grand acquis, c'est que c'est la consécration du plan de l'autonomie comme base de négociation. Donc aujourd'hui ça c'est un gain majeur, donc il n'y a plus de retour en arrière, et maintenant il faut aller vers d'autres gains sur la MINURSO, sur le recensement des populations de Tindouf, sur des éléments comme ça, et continuer à gagner, parce qu'aujourd'hui nous sommes face à une partie qui n'a pas de projet, qui n'a pas de projection, ils n'ont pas d'idée. Donc il faut être actif, il faut être actif et puis continuer à gagner, à faire des petits gains. Oui, c'est ça, voilà, exactement. À faire des petits gains comme ça. Conclusion, Wissam, sur le sujet. Rapidement, le Maroc est dans son Sahara, le Sahara dans son Maroc, comme le disait un discours royal il y a une dizaine d'années. On est dans la gestion politique de la chose. Sur différents plans, on a pas mal avancé. Je pense surtout par exemple au plan juridique. Ça, on en parle moins, mais il faut savoir que la dernière résolution du Conseil de sécurité aura une incidence directe sur certains accords qu'on a signés avec d'autres pays ou d'autres parties, par exemple avec l'UE, où une justice, je dirais, sensible au discours séparatiste revenait à chaque fois pour remettre en cause les accords agricoles et les accords de pêche. Là, vous avez un texte de référence du Conseil de sécurité qui met en avant le plan d'autonomie,
et qui encadre aussi le règlement de ce différend régional. Et je pense que voilà, ça permettra au moins d'enlever cette épine du pied du Maroc. Il est 9h16, on passe au débat express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, les débats express, on va parler de ce qui s'est passé le 15 décembre dernier au Parlement. Hein, le député, votre camarade Mohamed Ouzine, on peut le dire, hein, du MP. Alors, camarades, nous ne sommes pas des communistes. On ne s'appelle pas camarades entre nous. C'est vrai. Excusez-moi. C'est le rouge, la casquette rouge qui parle. Ah, c'est la casquette rouge qui parle. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette nuance un peu rouge de ce mot camarade qui, pour moi... En fait, justement, on a eu un petit échange rapide. Votre ami. C'est vrai. Bon, alors donc, le Mohamed Ouzine, secrétaire général du Mouvement populaire, qui a déclenché une vive polémique au Parlement. Hein. D'ailleurs, voilà, ce que je suis en train de vous lire, je l'ai lu dans Maroc Hebdo, un très bon journal, en visant ce qu'il a qualifié de presse de la médiocrité, dénonçant des médias qui, selon lui, privilégient des contenus futiles et sensationnalistes tout en bénéficiant de financements publics. Il a critiqué notamment l'octroi de fonds publics à certains médias sans les nommer, jugés peu sérieux et peu contributeurs aux grands sujets nationaux comme la régionalisation avancée ou les politiques sociales. Ça, c'est le point de départ. Oui, tout à fait. C'est ça. Pourquoi ? Expliquez aux auditeurs, parce que ce qui est assez intéressant dans cette sortie de Mohamed Ouzine, c'est l'idée que c'est de relancer un débat sensible au Maroc, celui du financement public des médias et du droit ou non des élus à en questionner les critères. C'est ça, oui, c'est ça la question. C'est ça, Alors, c'est ça la question. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, et ça vous pouvez le rappeler, Wissam, c'est que l'État, il y a un financement public des médias depuis combien de temps ? Non, en fait, il y avait, parce qu'il faut rappeler le contexte, Oui. il y avait une subvention. Rappelons le contexte, voilà. Il y avait une subvention depuis pratiquement toujours, je dirais, au Maroc, qui vise la presse. Oui. En mars 2020, vous avez eu... voilà, c'est ça le plus important. Voilà, donc l'état d'urgence sanitaire Covid, qui a provoqué, ou qui a eu une grande incidence en termes économiques sur la presse. Solution qu'on sort rapidement, c'est le fait que l'État s'est mis directement à payer les salaires des employés de ces entreprises de presse. Le mécanisme a duré pendant une année. Entre-temps, le Maroc n'avait pas sorti la tête de l'eau post-Covid, y compris justement ces mêmes entreprises de presse. On a relancé le processus, si je ne m'abuse, vers octobre ou novembre 2021, et ça a continué. Parce que aussi en même temps, on n'est pas parvenu à revenir au système d'avant qui était une subvention accordée à certaines entreprises de presse sur la base de... Oui, est-ce qu'on peut dire que ce financement public, c'est un peu un work in progress, quoi ? Que ça demande peut-être des réflexions, que ça va évoluer, mais on ne sait pas quand. Non, en fait, il y a des textes qui sont sortis. C'est juste que là, on est dans des négociations, je dirais, pour sortir de ce système où l'État paye directement les journalistes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une polémique sur le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il faudrait s'appuyer sur le chiffre d'affaires pour déterminer le montant de la subvention ? Certains disent oui, parce que ça récompense un peu, comment dire, les entreprises les plus performantes. D'autres disent non, que des entreprises qui ont déjà un chiffre d'affaires n'ont pas besoin de subventions. C'est un débat à la fois éthique, philosophique ou même paradigmatique. Je ne sais pas si je m'exprime de façon claire, mais en tout cas, donc voilà, c'est un work in progress. Si vous avez compris, derrière le poste, tout va bien. La question qu'on peut se poser, mon cher Nabil Adel, c'est est-ce qu'un parlementaire peut remettre en question les critères d'attribution des fonds publics aux médias, comme ça, sous prétexte que ce média ne fait pas le boulot ? Qui le ferait si c'est pas un parlementaire ? Ah non, mais je pose la question. Le parlementaire a le droit... Est-ce que j'ai le droit de poser la question, camarade ? Un parlementaire a le droit de savoir comment sont dépensés l'argent des contribuables. Tout à fait vrai. Voilà, c'est ça, je pense, c'est le cœur de son métier. Okay. Aujourd'hui, ce n'est pas la liberté d'expression qui est en jeu. On ne dit pas que tel journal ou tel support n'a pas le droit d'exister. Non, c'est pas ça le sujet. En l'occurrence,
Le sujet, En c'est l'occurrence, pourquoi l'argent du contribuable finance un certain type de contenu. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Donc, la question c'est ça la précise. question Voilà, principale. la question principale, c'est ça. Et donc, un député a tout à fait le droit de poser cette question et de demander au gouvernement quels sont les critères. Si aujourd'hui les critères sont le chiffre d'affaires, vous savez qu'on peut générer du chiffre d'affaires de différentes manières et pas souvent des manières éthiques. Ok, aujourd'hui, nous vivons sous une presse qui a complètement oublié les règles de base de l'éthique, et là je parle en tant que citoyen normal. Et donc, moi, en tant que citoyen, j'ai le droit de demander à mon député... Vous parlez quand même d'une certaine presse, et notamment une presse digitale, on va dire, qui... En général, hein, je ne voudrais pas personnaliser le débat. Hein. Je parle d'un certain type de contenu. Donc, aujourd'hui, le député a un mandat par ses électeurs. Et ce mandat lui donne le droit de questionner tout ce qui préoccupe ses électeurs, y compris la qualité de contenu de certains médias qui rentrent dans nos foyers, qui sont regardés par nos enfants, qui sont regardés par nos adultes, pas par nos adolescents, pardon, et qui ne sont pas neutres. Ils colportent un certain type de message, une certaine idéologie, une certaine manière de voir le monde. Oui. Et donc, nous avons deux éléments ici. D'abord, l'élément argent public. À partir du moment où c'est un citoyen qui finance ce média, et je pose la question pourquoi il le financerait, mais bon, ça c'est un autre sujet. À partir du moment où c'est un citoyen qui finance ce média, il a le droit d'avoir un regard sur son contenu. Parce que ce contenu, et ça c'est le deuxième volet, c'est un contenu qui rentre dans son foyer et que les gens regardent. Et puis aujourd'hui, je vous rappelle que quand vous avez des gens en dehors du Maroc qui veulent taper sur le Maroc, ils vous sortent ce genre de contenu. Ils vous disent, c'est pas nous qui le disons. C'est votre presse. Regardez ce que vous dites sur votre propre pays. Et là, quand vous êtes en débat avec les étrangers, vous ne savez plus où vous mettre. Ouais. Wissam, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Je pense qu'il faut déjà pas généraliser. Il y a une presse marocaine qui est quand même sérieuse. C'est vrai que peut-être que je suis trop subjectif pour en parler, parce que bon, je pense que, en tout cas, pour le Canard pour lequel je travaille fait quelque chose de sérieux. Sinon, sur le fait qu'un député se saisisse de la question, moi je pense que c'est normal dans une certaine mesure. Ce qui a peut-être dérangé, c'est plus la manière dont ça a été fait. Vous savez, moi je dis ça en toute franchise, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Ouzine. J'ai trouvé d'ailleurs il y a 12 ans que la campagne dont il avait fait l'objet à cause de l'eau dans les stades était très, très injuste. Des raclettes. Des raclettes. Oui, c'est une norme FIFA. Oui. Voilà. Non, on a vu ça récemment sur des stades américains. Bien sûr. Non, voilà, c'était injuste. Je vais dans le même sens. Non, mais c'était injuste, oui, effectivement. Ouais. Mais donc c'est pour dire que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais par rapport à ce débat, je pense que peut-être que la manière n'y était pas. Et peut-être qu'il faudrait avoir une discussion plus apaisée. Je pense aussi bien pour le bien du débat public de façon générale que pour faire aboutir justement cette démarche du MP qui est très légitime, qui est d'avoir une presse qui soit au même niveau que les ambitions du Maroc. Oui. Ouais. D'accord. Mais qui choisirait donc la presse à subventionner et la presse à ne pas subventionner ? Alors, je voudrais juste revenir sur le style. Le style, c'est l'homme. Donc, on ne peut pas changer le style de quelqu'un pour le rendre comme on veut, nous, ou comme on se projette. C'est l'homme ou la femme, en général, ont leur style. Ils s'expriment de la manière qui leur convient, à condition qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas d'invectives, qu'il n'y ait pas de débordement. Nous sommes dans la courtoisie marocaine, donc il faut que ça reste comme ça. Mais exprimer avec force, avec véhémence et en tapant sur la table, je pense que sur ça, au contraire, c'est ce qui rend au débat parlementaire son attrait d'antan, parce que c'est devenu tellement lisse qu'on préfère ne plus regarder ce qui se passe au Parlement. Honnêtement, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. Parce que c'est bon d'avoir un vrai débat parlementaire. Voilà, exactement. Et puis, sur des thématiques qui vont concerner il faut qu'il y ait de la chaleur, parce que sinon, ça devient terne. Il faut les expliquer. Parce que souvent, vous êtes un peu entre vous. Et puis, non, mais on n'est pas entre nous. C'est diffusé à la télé nationale, donc on n'est pas entre nous. Sais, mais bon, voilà, tous les Marocains ont vu ça. Il n'y a pas d'entre nous. Tous les Marocains n'ont pas forcément les codes, etc. Ah non, mais il apparaît dans un arabe très simple. Puis il a expliqué, voilà ce qu'on veut pas. Revenons au sujet, parce que c'est un sujet intéressant. Est-ce qu'il y a une
commission d'enquête qui est prévue au Parlement sur cette... Il y a une question qui a été posée au ministre de la Culture, et donc on attend la réponse. Il n'a pas répondu. On attend la réponse. Bon, alors là, encore une fois, c'est à l'intérieur des institutions. C'est que nous, en tant que parti d'opposition, c'est tout ce que nous pouvons faire. Oui. Poser des questions, interpeller, demander des comptes, mais on ne peut pas aller plus loin. Okay. Maintenant, et là je vais m'exprimer à titre personnel, ce n'est pas le parti, c'est à titre personnel, sur cette idée de subventionner la presse, alors je suis complètement contre. Ça n'a aucun sens. Je ne vois pas pourquoi mon argent ira payer des salaires de journalistes. Oui. Je ne vois pas au nom de quoi. Parce que dans ce cas, effectivement, dans ce cas, pourquoi je ne paierai pas le salaire des médecins du privé, l'argent des instituteurs des écoles privées? Parce que ce sont des missions tout aussi nobles. Oui. Là, je ne remets pas en cause la noblesse du métier. Mais pourquoi cet argent ira financer des entreprises, alors souvent qui gagnent de l'argent? C'est ça le problème, c'est qu'ils ont des bilans positifs. Et aujourd'hui, on demande aux contribuables qu'il doit arracher ça de sa bourse pour financer certains organes de presse. Non, c'est tout simplement pour assurer la pérennité d'un service public. Je sais que... Non, c'est pas un service public, c'est privé. Non, mais c'est pour assurer la diversité d'une presse au Maroc. Non, ça c'est important. C'est un service public. Pourquoi je dis ça? Parce que l'information est importante pour le fonctionnement démocratique d'un pays. Si le public n'est pas informé, les décisions qui sont prises ne seront elles aussi pas informées. Et pour assurer justement cette production de l'information et que pour la chaîne continue et que pour les citoyens soient informés et qu'ils puissent voter notamment en connaissance de cause, il faut un financement. Les entreprises de presse en elles-mêmes, dans le monde entier, ne sont jamais, comment dire, ou rarement, je dirais pour être plus précis, ont rarement des bilans positifs, parce que la production de l'information en elle-même n'est pas un secteur très rentable, mais c'est un secteur qui est essentiel pour la vie de politique et démocratique. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est ça. Hein. Ah non, aujourd'hui, le vrai sujet, aujourd'hui, quand vous demandez quelle liberté vous pouvez demander d'un organe qui est financé par l'État? Aucune. Mais je pense, aucune. Écoutez, aucune. Le vrai sujet, on ne va pas vous répondre. Hein, de toute façon, on est en train de faire de la radio. Lui, il fait de la presse. Donc, on est concerné par le sujet. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc, je pense que nous y reviendrons peut-être un jour dans les décodeurs, ou pas, d'ailleurs. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. On n'a pas le temps de parler d'Ukraine. On n'a pas le temps de parler de Trump parce qu'on a eu de très beaux sujets également aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Wissam Bouzdeni et merci Nabil Adel. Merci pour l'invitation et bonne année. Bonne année, meilleurs vœux pour les auditeurs. Bonne année.